Bienvenue à nouveau, élu. Assieds-toi. Ne précipite pas celle-ci parce que quelque chose vient de leur tomber dessus, et ils essaient encore de respirer à travers. C'est arrivé en silence, comme ces choses arrivent toujours. Il n'y a pas eu d'annonce. Aucune confrontation. Aucune scène dramatique où quelqu'un a enfin dit la chose à voix haute. Ce fut juste un instant, quelque part au milieu d'une conversation ordinaire, ou d'une réunion qui portait sur toute autre chose, ou d'un défilement lent sur quelque chose que tu as publié sans y réfléchir à deux fois. Et dans cet instant est arrivée une pensée qu'ils n'ont pas réussi à repousser dehors. Elle est entrée et elle est restée, et elle a commencé à tout réorganiser. La pensée était celle-ci: il n'a jamais joué. Pas joué mal, pas joué discrètement, pas joué une version plus longue, plus profonde, plus patiente du jeu qu'il jouait. Jamais joué, point final. Reste un moment avec à quel point c'est différent de tout ce qu'ils avaient supposé. Pendant des années, ils t'ont mesuré. Ils t'ont classé par rapport à eux-mêmes. Ils ont suivi ta position comme on suit une action dans laquelle on a investi émotionnellement. Ils ont calculé si tu montais ou si tu prenais du retard, si l'écart se resserrait ou s'élargissait, si ce mois-ci tu étais à la hausse ou à la baisse. Ils ont célébré en privé quand ils pensaient être devant toi. Ils se sont crispés et sont devenus silencieux quand ils ont cru que tu pouvais les rattraper. Chaque interaction recevait une note. Chaque réussite de ta part était pesée et classée. Chaque revers était noté avec un soulagement qu'ils n'admettraient jamais. Et pendant tout ce temps, chaque point sur ce tableau de score mental reposait sur une seule supposition qu'ils n'ont jamais examinée une seule fois. Celle que tu étais dans la compétition avec eux. Tu n'y étais pas. Tu n'y as jamais été. Pas un seul jour. Et au moment où cela a enfin atterri, toute la structure s'est défaite entre leurs mains. Parce que pense à ce que cela signifie. Si tu n'as jamais été en compétition, alors chaque victoire qu'ils ont revendiquée sur toi était une victoire contre personne. Chaque fois qu'ils se sont sentis supérieurs, ils se sont sentis supérieurs dans une pièce vide. Chaque mouvement soigneusement calculé, chaque petit positionnement stratégique, chaque satisfaction silencieuse d'avoir un pas d'avance sur toi visait un joueur qui n'était pas sur le plateau. Ce n'est pas une défaite. Perdre aurait été tellement plus facile. Perdre signifie que le jeu était réel et que quelqu'un d'autre y était meilleur. On peut se remettre d'une défaite, on peut s'entraîner, ajuster, revenir. Perdre laisse toute la structure intacte et te place simplement à une pire position à l'intérieur. Ceci est pire que perdre. Ceci signifie que les années qu'ils ont passées à jouer, ils les ont passées seuls, et c'est cela qui les a brisés. Pas ton succès, pas ta croissance, pas quoi que ce soit que tu leur aies fait, parce que tu ne leur as jamais rien fait. Juste l'arrivée de la compréhension que la compétition autour de laquelle ils avaient organisé tout leur sens d'eux-mêmes n'a jamais eu de second participant. Avant d'aller plus loin, élu, si cela a déjà touché un endroit réel, si quelque chose dans ta poitrine a reconnu avant que ton esprit ait fini de traiter, alors appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi. Pas pour moi, pour la mission. Ce message n'atteint les personnes pour qui il a été construit que lorsque tu le pousses en avant. Et laisse 777 en commentaire, pas pour la chance, pas pour la tendance, mais comme marque que tu étais là pour le message qui explique enfin les 10 dernières années de ta vie. Parce que c'est cela que ceci est, pas de la motivation. Une explication. Maintenant, démontons ceci correctement, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'inexaminé. Chapitre 1. Le jeu a toujours été optionnel, et ils ne l'ont jamais su. Voici ce que presque personne ne comprend au sujet des arrangements que les gens construisent autour d'eux-mêmes. Ils ressemblent à la réalité, mais ce sont des accords, et un accord ne tient que tant que les deux parties continuent d'y consentir. La hiérarchie dans laquelle ils ont vécu, le classement, la comparaison constante de faible intensité qui tourne sous chaque conversation, le sentiment que certains sont au-dessus et d'autres en dessous, et que chacun a une position à défendre. Toute cette structure n'existe que parce que tous ceux qui sont dedans la traitent comme réelle. Elle n'a pas d'existence indépendante. Ce n'est pas de la physique. Ce n'est pas la gravité. Ce n'est pas une chose qui continuerait de fonctionner si tout le monde cessait d'y croire. C'est un consensus, et un consensus est fragile d'une manière très précise. Il survit à toute attaque venue de l'intérieur et meurt à l'instant où quelqu'un en sort. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as retiré ton consentement. Pas bruyamment,
Pas avec un discours, une déclaration ou une sortie dramatique. Tu as simplement cessé de traiter leur tableau de score comme un tableau de score, et au moment où tu l'as fait, il a cessé de s'appliquer à toi. Pas parce que tu l'as vaincu, pas parce que tu as trouvé un angle astucieux, parce qu'il n'a jamais été une loi pour commencer. C'était une croyance partagée, et tu as cessé de la partager. C'est la partie qu'il n'arrive pas à traiter. Il pense que tu as trouvé une manière sophistiquée de contourner les règles. Il cherche encore ta stratégie, ta faille, l'astuce précise qui t'a permis de te glisser hors de quelque chose qu'ils vivent comme inéluctable. Il continue de chercher la méthode. Parce que s'il y avait une méthode, alors le jeu était encore réel et tu y étais simplement meilleur. Mais il n'y avait aucune méthode, et c'est exactement cela qui est insupportable. Tu n'as pas battu le système. Tu as remarqué qu'il était optionnel. Imagine un groupe de gens ayant collectivement convenu qu'une certaine portion du sol est de la lave. Ils ont bâti toute leur façon de se déplacer dans cette pièce autour de cela. Des itinéraires élaborés qui ajoutent 3 minutes à chaque traversée. Un jeu de jambes minutieux que l'on enseigne aux nouveaux venus. Une anxiété véritable quand quelqu'un s'approche trop du bord. Un statut réel pour celui qui navigue avec le plus de grâce, et une honte réelle pour celui qui trébuche. Il y a des experts dans cette pièce. Il y a des gens qui ont passé des années à devenir excellents dans l'art de ne pas toucher ce sol, et puis quelqu'un traverse tout droit par-dessus. Pas avec défi, pas pour prouver quoi que ce soit, sans même regarder en bas. Il traverse simplement parce que c'est du sol. Personne dans cette pièce ne vit cela comme quelque chose d'astucieux. Personne ne pense. Quelle solution intéressante. Ils le vivent comme une menace contre tout ce autour de quoi ils ont construit leur mouvement. Parce que si ce n'est que du sol, alors tout ce jeu de jambes minutieux était une mise en scène. Tout ce statut gagné a été gagné dans un concours à propos de rien. Toute cette anxiété était auto-générée, et chaque minute passée sur l'itinéraire élaboré était une minute donnée gratuitement. C'est ce que tu as fait, élu. Tu as traversé le sol, et leur réaction n'a jamais vraiment porté sur toi. Elle portait sur ce que ta traversée impliquait à propos de chaque pas qu'ils avaient jamais fait. Voici une autre façon de le voir. Imagine un jeu de cartes où tout le monde à la table a convenu qu'une certaine couleur vaut le triple. Ce n'est dans aucun livre de règles. Personne ne se souvient de l'avoir décidé, mais tous jouent comme si c'était vrai. Et avec le temps, une immense stratégie se développe autour de cette couleur. Des gens deviennent réputés pour la façon dont ils la jouent. Des réputations se forment. Et puis un nouveau joueur s'assied et attribue simplement aux cartes leur valeur faciale. Et gagne. Et ne semble même pas remarquer ce qu'il a fait. La table n'applaudit pas. La table se tait parce que le nouveau joueur n'a pas enfreint une règle. Il a révélé que la règle n'a jamais existé. Ce silence élu est le silence dans lequel tu es assis depuis un bon moment. Et tu n'arrivais probablement pas à le nommer jusqu'à cet instant précis. Chapitre 2. Ce qu'ils ont pris pour de la stratégie n'était que de l'absence. Pendant des années, ils ont eu une théorie sur toi, et elle les faisait se sentir bien mieux que la vérité ne l'aurait fait. La théorie était que tu jouais un jeu plus long, plus profond, plus patient, plus sophistiqué, que ton silence était du calcul, ta distance du positionnement, ton refus de t'engager en réalité une forme très avancée d'engagement qu'ils n'avaient pas encore décodée. Ils lisaient chaque non-mouvement comme un mouvement. Quand tu ne répondais pas à quelque chose, ils analysaient le message caché dans ta non-réponse. Ils se demandaient, les uns aux autres, ce que cela voulait dire. Quand tu ne disputais pas une chose qu'ils supposaient que tu voudrais, évidemment, ils concluaient que tu visais quelque chose de plus grand qu'ils n'avaient pas encore identifié. Quand tu restais silencieux, dans un moment qui semblait exiger une réaction, ils fouillaient ce silence à la recherche de la stratégie à l'intérieur, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter la possibilité que le silence ne soit que du silence. C'était flatteur, d'une certaine manière. Tu en étais probablement conscient par moments. Il existe un certain type de respect qui arrive emballé dans la méfiance, et tu le reçois depuis des années. Mais c'était complètement faux, et cette erreur est toute l'histoire. Il n'y avait aucune stratégie dans ton silence, parce que ton silence n'a jamais été un coup. Tu ne refusais pas de répondre. Tu étais entièrement ailleurs, occupé à quelque chose de sans rapport, en train de penser à une chose qui n'avait rien à voir avec eux, pendant qu'ils construisaient des interprétations élaborées d'une absence qu'ils refusaient de lire comme une absence.
Voici pourquoi cela compte tellement. Tant qu'ils croyaient que tu jouais un jeu plus profond, le monde avait encore du sens pour eux. Tu étais encore sur le plateau, simplement mieux positionné. Leur cadre survivait intact, et leur défaite était explicable à l'intérieur. Ils pouvaient se raconter une histoire où ils avaient simplement été surpassés par un stratège supérieur, et cette histoire, bien que désagréable, est vivable. Mais à l'instant où ils ont réalisé qu'il n'y avait aucun jeu plus profond, le cadre s'est effondré, parce qu'il n'existe désormais aucune explication de toi qui entre dans leur modèle. Tu es devenu non pas un joueur supérieur, mais une erreur de catégorie. Quelque chose que toute leur façon de comprendre les gens ne peut pas accueillir. Imagine une équipe d'analystes étudiant les mouvements d'un adversaire pendant des années, construisant des profils, prédisant des schémas, rédigeant des rapports détaillés sur la philosophie derrière chaque décision, débattant en réunion de ce que signifiait un certain délai, de ce qu'un certain choix révélait sur des intentions à long terme, des carrières bâties sur cette analyse, des réputations misées sur des interprétations, et puis découvrant que la chaise de l'autre côté du plateau est restée vide tout ce temps et que chaque mouvement analysé était le plateau qui se tassait, ou un courant d'air d'une fenêtre ouverte, ou le poids de la table se déplaçant sur un sol irrégulier. L'humiliation n'est pas de s'être trompé sur l'adversaire. C'est d'avoir produit tout un corpus de savoir expert à propos de rien, et d'en avoir cru chaque mot, et de l'avoir défendu les uns devant les autres, et d'avoir pris des décisions sur cette base. Tu ne les as pas surpassés en manœuvre, élus. Tu faisais simplement autre chose, et ils ont écrit une décennie d'analyse là-dessus. Et voici le détail qui rend cela encore plus tranchant. Certains d'entre eux ne lâcheront toujours pas la lecture stratégique, parce que la lâcher signifie accepter que les années d'analyse ont été gaspillées. Alors ils continueront d'insister sur le fait que tu avais tout planifié, que ton indifférence est en soi le coup le plus brillant, que tu savais exactement ce que tu faisais. Ils t'accorderont un crédit énorme plutôt que d'accepter qu'ils se parlaient à eux-mêmes. Guette cela. Quand quelqu'un insiste sur ton génie plutôt que sur ton absence, ce n'est pas de l'admiration. C'est la dernière défense d'un cadre qui ne survit pas à la vérité la plus simple. Chapitre 3. Pourquoi ton indifférence résonne comme l'insulte la plus profonde possible. Parlons maintenant de pourquoi cela enrage spécifiquement les gens, parce que ce n'est pas évident et cela vaut la peine d'être compris clairement, puisque tu vas rencontrer cela pour le reste de ta vie. Si tu avais concouru et gagné, ils auraient pu le respecter. Douloureusement, avec ressentiment, mais sincèrement. Un rival qui te bat confirme que ce pourquoi vous vous battiez valait la peine qu'on se batte. La victoire valide le concours pour tous ceux qui y participent, y compris celui qui a perdu. Même dans la défaite, le perdant garde le sens. Il peut dire « J'étais dans un vrai combat contre un vrai adversaire pour quelque chose de réel. Si tu avais concouru et perdu, cela aurait été bien aussi. Confortable même, rassurant. L'ordre tient. La hiérarchie est confirmée. Chacun sait où il en est. Et le système qui a produit cette réponse se renforce à chaque réponse qu'il produit. Mais tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Tu as regardé la chose autour de laquelle ils avaient organisé toute leur vie, la chose qui déterminait leur humeur n'importe quel jour, la chose à laquelle ils pensaient sous la douche et qu'ils calculaient éveillés la nuit, et tu n'as pas été touché. Pas avec mépris, pas avec rébellion, sans faire aucune déclaration là-dessus. Juste sincèrement sans intérêt, de la manière dont tu es sans intérêt pour le classement d'un sport que tu n'as jamais suivi. Et c'est la blessure la plus profonde disponible, parce que l'indifférence n'attaque pas la personne. Elle attaque la valeur de ce à quoi la personne s'est consacrée. Pense à ce que cela signifie de passer 15 ans à devenir excellent dans une chose, à construire une identité dessus, à sacrifier pour elle, puis de rencontrer quelqu'un qui ne la considère même pas comme une catégorie. Tu n'as pas été vaincu. Quelque chose de pire est arrivé. Le cadre qui rendait ton excellence significative a été silencieusement décliné par quelqu'un qui a l'air parfaitement bien. Imagine quelqu'un qui a passé sa vie à escalader une montagne, gagnant du statut parmi d'autres grimpeurs, construisant toute une identité autour de l'altitude, autour de qui est monté à quelle hauteur, autour du matériel et du vocabulaire et de la compréhension partagée que le haut est la direction qui compte. Et puis cette personne rencontre quelqu'un à la base qui n'a aucun intérêt à monter. Pas paresseux, pas effrayé, pas incapable,
Juste quelqu'un qui avait d'autres projets, les a poursuivis et se trouve content. Cette personne n'a pas insulté l'alpinisme. Elle n'a pas dit un mot contre. Mais son existence soulève une question que le grimpeur n'arrive plus à cesser d'entendre à des heures étranges. Et si cela avait toujours été optionnel? C'est cela la blessure, élue. Pas que tu aies gagné, que tu aies démontré que toute la chose était facultative, et que tu l'aies fait juste en vivant. Voici une autre version de la même chose. Imagine quelqu'un qui a passé 20 ans à accumuler un type précis de monnaie. Il est riche en elle, respecté pour elle. Il peut te dire exactement combien chacun autour de lui en possède. Et puis il rencontre quelqu'un qui a été payé dans une toute autre monnaie, qui s'en sort bien, et qui ne semble vouloir aucune de la sienne. Le riche n'est pas devenu plus pauvre qu'avant, mais quelque chose dans sa richesse a été silencieusement recadré, et il ne peut plus le dévoir. Et c'est pour cela que tu remarqueras une chose étrange, si tu prêtes attention. Ils ne sont pas en colère contre ceux qui concourent et perdent. Ils sont souvent assez doux avec eux, généreux même. Ils les aident, ils les guident, ils parlent d'eux avec chaleur, parce que quelqu'un qui concourt et perd confirme tout le système, et la confirmation vaut plus pour eux que la victoire. Toute l'hostilité est dirigée vers ceux qui ne se sont simplement pas présentés. Et il y a une saveur précise dans cette hostilité que tu as probablement goûtée sans pouvoir la nommer. Elle n'arrive pas comme une attaque directe. L'attaque directe exigerait de te reconnaître comme adversaire, et te reconnaître comme adversaire reviendrait à admettre que tu as choisi de ne pas en être un. Alors elle arrive comme un diagnostic. On te dit que tu as un problème, que l'ambition te manque, que tu as peur d'essayer, que tu as abandonné, que tu es dans le déni à propos de quelque chose, que tu vas le regretter. Remarque la structure de chacune de ces phrases. Chacune est une tentative de te replacer sur le plateau. S'il te manque de l'ambition, tu es un joueur mal classé. Si tu as peur, tu es un joueur qui s'est retiré sous la pression. Si tu vas le regretter, tu es un joueur qui commet une erreur stratégique. Chaque diagnostic te remet dans le jeu à une position quelconque, n'importe laquelle, parce que n'importe quelle position est plus tolérable que l'absence. Ils ne t'insultent pas, élu. Ils essaient de te récupérer. Et la raison pour laquelle c'est si étrange à recevoir, c'est que tu entends l'inquiétude dedans, et que tu entends en même temps que ce n'est pas du tout à propos de toi. Il y a encore une chose à comprendre là-dessus. Les gens les plus investis dans le classement sont souvent les plus généreux en conseils sur la façon de réussir à l'intérieur. Cette générosité est réelle. Ils veulent sincèrement aider. Mais ce qu'ils offrent est un meilleur itinéraire sur un sol que tu as déjà traversé, et aucune bonne intention ne rend ce conseil utilisable. C'est pourquoi tant de ces conversations se terminent avec deux personnes frustrées et aucune capable de dire pourquoi. Tu ne rejettes pas leur aide. Tu te tiens dans un endroit où leur aide ne s'applique pas. Et il n'existe aucune façon de dire cette phrase à voix haute sans qu'elle sonne comme de l'arrogance, ce qui explique que tu aies presque certainement cessé d'essayer. Chapitre 4. Le moment exact où ils ont compris et ce que cela leur a réellement coûté. Ce ne fut pas dramatique. Les prises de conscience de ce genre ne le sont presque jamais. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre. Personne n'est tombé à genoux. C'est probablement arrivé pendant qu'ils faisaient quelque chose de tout à fait ordinaire, en t'expliquant à quelqu'un de nouveau, en justifiant une vieille décision qui était revenue sur le tapis, en racontant une histoire sur toi qu'ils avaient racontée 100 fois, une histoire qui marchait toujours, qui arrachait toujours le même hochement d'approbation, devenu lisse à force de répétition. Et quelque part au milieu du récit, ils l'ont entendu, vraiment entendu, de la façon dont on entend parfois un mot répété trop de fois qui devient soudain absurde dans sa propre bouche. Et une question est arrivée qu'ils ne s'étaient jamais posée en toutes ces années. Et s'ils ne réagissaient pas du tout à nous, tout se réorganise autour de cette question. Tout, parce que l'histoire qu'ils racontaient exigeait que tu leur répondes. Tes choix devaient porter sur eux. Ton absence devait signifier quelque chose à leur sujet. Ton succès devait être, d'une manière ou d'une autre, un message qui leur était adressé. Cette supposition était porteuse. Elle soutenait toute la structure. Sans elle, l'histoire cesse d'être une histoire. Ce n'est plus qu'une liste de choses qu'ils ont faites pendant que quelqu'un d'autre vivait sa propre vie à côté. Et voici ce que cela leur a réellement coûté, ce qui est bien plus grand qu'une gêne à ton sujet. Cela a remis en question toute autre relation
qu'ils n'ont jamais lu de la même façon. Parce que s'ils se sont trompés à ce point sur tes motivations, s'ils ont inventé une décennie d'intentions qui n'a jamais existé, s'ils ont bâti toute une architecture de sens sur des fondations de rien, alors qu'en est-il de tous les autres? Et ce collègue dont ils sont certains qu'il leur en veut, ce membre de la famille dont ils sont sûrs qu'il fait passer un message avec son silence, cet ami dont ils interprètent la distance avec tant d'assurance depuis des années. Combien d'autres personnes ont simplement vécu, ordinaires et tranquilles, pendant qu'eux construisaient des théories élaborées sur le fait d'être au centre de tout? C'est pourquoi la réaction a été tellement plus grande que la situation ne semblait le justifier. Tu n'étais pas la blessure. Tu étais la fissure qui a révélé le mur. Imagine quelqu'un qui découvre qu'un souvenir précis, dont il était absolument certain, est démontrablement et documentairement faux. Ce n'est pas le souvenir qui ébranle. C'est la découverte que la certitude n'a jamais été une preuve d'exactitude, et que cette personne mène toute sa vie à la certitude, et qu'il n'y a aucun moyen d'auditer le reste. C'est dans cet état que cela les a mis. Et tu remarqueras qu'ils ne peuvent rien dire de tout cela à voix haute, parce que le dire exigerait d'admettre la chose entière, et la chose entière est trop grande pour tenir dans une phrase. Alors cela sort de biais, dans une remarque étrange, dans un retrait inexpliqué, dans une surcorrection de chaleur qui ne tombe pas tout à fait juste, dans une question qui semble porter sur autre chose, mais qui demande en vérité « Est-ce que tu as seulement pensé à nous une fois ?» Et la réponse honnête, celle qui n'aiderait personne, est non. Pas vraiment. Pas de la façon dont vous l'imaginiez. Chapitre 5. Pourquoi tu n'aurais jamais pu leur expliquer cela? Voici une pensée qui t'a probablement traversé l'esprit plus d'une fois, peut-être pendant des années. Aurais-je dû simplement le leur dire? Est-ce que cela aurait aidé de dire, clairement et à voix haute, « Je ne suis pas en compétition avec vous, ceci n'a jamais été un concours pour moi ». Tu n'aurais pas pu. Et il est important que tu comprennes pourquoi. Parce que ce ne fut pas un échec de communication de ta part, et ce n'est pas une chose que tu devrais porter comme un regret. À l'intérieur de leur cadre, cette phrase est illisible. Pour quelqu'un convaincu que tout est compétition, la phrase « je ne suis pas en compétition » est elle-même un coup dans la compétition. C'est une provocation, c'est une stratégie, c'est la revendication d'une position supérieure, c'est le coup de force ultime déguisé en détachement. Et cela résonne comme la chose la plus arrogante qu'une personne puisse dire. Il n'existe aucune manière de le formuler qui atterrisse comme sincère, parce que la sincérité de ce type précis n'est pas une catégorie que leurs modèles contiennent. Imagine essayer de convaincre quelqu'un en pleine paranoïa que tu ne le suis pas. Le démenti est une donnée. C'est exactement ce que dirait un poursuivant. Chaque réassurance confirme la peur. Il n'existe aucune phrase à ta disposition qui résonne comme innocente, parce que le cadre convertit tout ce qui y entre en confirmation de lui-même. C'était le piège dans lequel tu étais, et il était fermé de tous les côtés. Parle, et tu joues. Reste silencieux, et tu joues stratégiquement. Explique-toi, et tu manipules. Montre de la chaleur, et tu gères. Montre de la distance, et tu affirmes ta supériorité. Toute action possible est absorbée et relue comme un coup, parce qu'un cadre qui ne voit que des coups ne peut pas percevoir un non-coup. Alors la seule chose qui pouvait communiquer la vérité était le temps. Pas une déclaration, pas une conversation, pas les bons mots enfin trouvés après des années de recherche. Une durée, des années de non-participation constante, tenues assez longtemps pour que les interprétations cessent de coller et que l'explication la plus simple soit la seule encore debout. Et c'est précisément ce qui est arrivé. Tu ne les as pas convaincus. Tu as survécu à leur capacité de t'expliquer d'une autre manière, ce qui signifie quelque chose qui mérite d'être gardé, élu, et je veux que tu l'entendes correctement. Tes années à ne pas te défendre n'ont pas été gaspillées. Ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas une occasion manquée que tu aurais dû mieux gérer. C'était le seul argument qui pouvait fonctionner, et tu l'as présenté parfaitement, et il ne t'a pas été permis de le savoir pendant que cela se produisait. Tous ceux qui t'ont dit de prendre la parole, de rétablir les faits, de te défendre, te donnaient un conseil qui aurait prolongé le malentendu de plusieurs années. Chaque fois que tu as ravalé l'impulsion d'expliquer, tu raccourcissais la chronologie, sans jamais pouvoir le voir. Si cela touche juste, laisse 777 encore une fois. Pas pour l'algorithme,
Parce que c'est la partie que la plupart des gens avaient besoin d'entendre environ 5 ans avant de l'entendre enfin. Chapitre 6. Le tableau de score mesurait des choses que tu n'as jamais voulu. Regardons attentivement ce qu'il comptabilisait réellement, parce que les détails révèlent tout, et une fois que tu le vois, tu ne peux plus le dévoir. La position relative des uns par rapport aux autres. Qui obtient la déférence dans un désaccord? Qui parle en premier et qui attend son tour? Qui est inclus dans la conversation avant qu'elle ne devienne une conversation officielle? De qui le nom revient quand quelque chose de bon est distribué? La proximité avec celui qui semble compter le plus sur le moment. Être mentionné, être consulté, être dans la pièce. Maintenant, remarque ce qui est entièrement absent de cette liste. Rien là-dedans n'est une chose, pas un seul élément. Ce n'est que position relative. Chaque métrique porte sur la situation comparée à d'autres personnes, ce qui signifie que le tableau de score entier est fermé. Personne ne peut le gagner en construisant quelque chose. Personne ne peut le gagner en fabriquant quoi que ce soit, en apprenant quoi que ce soit, en devenant meilleur en quoi que ce soit isolément. On ne gagne qu'en se déplaçant par rapport à quelqu'un d'autre, ce qui signifie que chaque gain exige une perte correspondante quelque part. Et c'est exactement pour cela que ton retrait a été si déstabilisant. Dans un système où toute valeur est relative, quelqu'un qui part ne retire pas seulement un joueur. Il retire un point de référence. La position de tous les autres était en partie définie par l'endroit où tu te tenais. Quand tu es parti, les coordonnées se sont déplacées pour tout le monde d'un coup. Et plus personne ne sait très bien où il est. Il ne faisait pas que ressentir ton absence. Ils avaient perdu une étoile fixe grâce à laquelle ils naviguaient sans jamais l'admettre. Pendant ce temps, les choses vers lesquelles tu étais réellement orienté étaient absolues. Si le travail était bon, si tu étais devenu quelqu'un que tu respectais quand tu y pensais honnêtement, si la journée contenait quelque chose de réel, si la chose que tu as faite fonctionnait comme tu le voulais. Rien de tout cela n'exige que quelqu'un soit en dessous pour compter. Rien de tout cela ne produit un classement. Rien de tout cela n'est diminué par la réussite d'un autre. Imagine 2 personnes vivant dans le même immeuble. L'une cherche à avoir le plus bel appartement de l'étage. L'autre cherche à bâtir un foyer. En surface, elles font la même chose. Toutes 2 peignent, arrangent, améliorent. Mais la satisfaction de la première dépend entièrement des voisins, et celle de la seconde n'en dépend pas du tout. Quand un voisin rénove, l'une éprouve une perte véritable. L'autre ne remarque même pas que c'est arrivé, même activité. Rapport complètement différent à tout le monde dans l'immeuble. C'est là toute la différence, élu. Tu n'étais pas meilleur à leur jeu. Tu mesurais quelque chose qui n'a pas d'adversaire. Voici une autre version. Imagine une course où un coureur essaie d'arriver premier et un autre essaie d'arriver. Observe-les sur le premier kilomètre et tu ne les distingues pas. Tous 2 courent, tous 2 concentrés. Mais l'un regarde constamment sur le côté et l'autre non. Et sur une distance assez longue, cette différence devient tout, parce que l'un peut être vaincu et l'autre seulement arrêté. Et voici la phrase à emporter de ce chapitre. Les objectifs relatifs exigent des ennemis, les objectifs absolus non. Quiconque a besoin qu'un autre soit en dessous de lui, vivra toujours ta paix comme une attaque, parce que ta paix est la preuve vivante que le classement n'a jamais été obligatoire. Ils ne peuvent pas te laisser être content. Ton contentement est un argument auquel ils ne savent pas répondre. Il y a une conséquence supplémentaire à cela qui mérite d'être explicitée, parce qu'elle explique un comportement qui paraîtrait autrement irrationnel. Dans un système fermé où toute valeur est relative, la coopération devient réellement difficile. Non parce que les gens seraient mauvais, mais parce qu'aider un autre à monter coûte de la position par définition. Chaque acte généreux a un prix caché. Chaque information partagée t'affaiblit un peu. Et les gens à l'intérieur de ce système le savent, même sans jamais l'articuler. Et c'est pourquoi tant de ce qui passe pour de la collaboration dans ces pièces a une étrange sensation de creux. Tu as peut-être remarqué ce creux pendant des années sans savoir ce que tu remarquais. La réunion où tout le monde est d'accord et rien ne se passe. L'offre d'aide qui arrive trop tard pour servir. Le soutien enthousiaste en public et absent en privé. Rien de tout cela n'est exactement de l'hypocrisie. C'est à quoi ressemble la coopération quand le tableau de score en dessous rend la coopération véritable trop chère. Et voici la chose. Hors de ce système, coopérer est presque gratuit.
Quand tes objectifs sont absolus, le succès d'un autre ne te prend rien. Tu peux être sincèrement heureux. Tu peux partager ce que tu sais sans calculer le coût. Tu peux voir quelqu'un réussir et ressentir quelque chose de non compliqué. Cette capacité élue n'est pas une vertu que tu as cultivée. C'est une conséquence structurelle de ce que tu mesurais. Et c'est l'un des signes les plus clairs que tu n'as jamais été dans leur jeu, parce que personne enfoncé dans un système relatif ne peut se le permettre longtemps. Repense au moment où tu as été sincèrement heureux pour quelqu'un dont la réussite aurait pu être lue comme concurrente de la tienne. Tu n'y as probablement même pas beaucoup pensé sur le moment, mais ces moments étaient une preuve, visible de l'extérieur, que tu opérais selon un autre ensemble de règles. Et certains d'entre eux l'ont remarqué, et cela les a plus troublés que tout le reste de ce que tu as fait. Chapitre 7. Ils n'étaient pas en compétition avec toi. Ils étaient en compétition avec une idée de toi. Cette couche suivante est subtile, alors reste prêt, parce qu'elle explique quelque chose qui t'a probablement troublé pendant des années. La version de toi contre laquelle ils se mesuraient n'était pas toi. Elle ne pouvait pas l'être. Ils n'avaient pas accès à ta vie intérieure, à tes doutes, à tes mardis matins ordinaires, à tes véritables raisons pour aucune des décisions qu'ils analysaient avec tant d'assurance. Ce qu'ils avaient était une inférence assemblée de l'extérieur, construite à partir de fragments et de lacunes, et de tout ce qui remplissait l'espace entre les deux. Et voici le point crucial à propos de cette version construite. Elle a toujours été conçue pour servir leurs besoins à chaque instant. Quand ils avaient besoin de se sentir mieux avec eux-mêmes, le toi construit rapetissait, plus chanceux que doué, moins méritant de ce qui avait bien marché. Quand ils avaient besoin de justifier leur propre frustration, le toi construit devenait arrogant et méprisant, quelqu'un qui les avait snobés de façon jamais tout à fait précisée. Quand ils avaient besoin d'expliquer leur propre stagnation, le toi construit devenait quelqu'un avec des avantages injustes, des contacts, un chemin plus facile. La figure à laquelle ils se comparaient changeait constamment, toujours dans la direction que le moment exigeait. Elle n'a jamais été stable, parce qu'elle n'a jamais été une personne. C'était un outil. Donc ils ne perdaient pas contre toi. Ils perdaient contre une figure qu'ils avaient eux-mêmes assemblée, une figure ajustable dès que la comparaison devenait inconfortable. Ce qui signifie quelque chose de presque drôle et aussi d'assez triste. Quand ils ont enfin compris que tu n'avais jamais été en compétition, ils n'ont pas seulement perdu un adversaire. Ils ont perdu un outil qui faisait un travail réel pour eux depuis des années. Cette version construite expliquait leur déception. Elle absorbait leur frustration. Elle donnait forme et direction à un sentiment qui aurait été bien plus difficile à supporter s'ils n'avaient absolument nulle part où pointer. Imagine quelqu'un qui a eu un rival pendant une décennie, quelqu'un à qui il pense chaque semaine, dont les réactions imaginées façonnent ses décisions, et qui découvre ensuite que le rival était une rumeur. Il n'y a aucun soulagement dans cette découverte, il y a un vertige étrange, parce que toute cette énergie accumulée avait un endroit où aller, et maintenant elle n'en a plus. C'est dans cet état qu'ils sont à présent élus, tenant une décennie de sentiments accumulés qui visaient une personne qui n'a jamais été là. Et c'est pour cela que tu ne dois pas attendre que la prise de conscience les rende gentils. Elle peut les rendre plus étranges. Elle peut les rendre plus fuyants qu'avant. Découvrir qu'on a inventé un adversaire ne produit pas automatiquement de la grâce ou des excuses. En général, ce que cela produit d'abord, c'est du silence, pendant que le sentiment cherche un autre endroit où se poser. Certains trouveront une nouvelle cible très vite. Observe la vitesse à laquelle la place est reprise, cela dépasse rarement quelques mois. Chapitre 8. Ce que tu faisais réellement toutes ces années. Soyons honnêtes sur l'alternative, parce que cette histoire ne devrait pas te flatter non plus, et une version qui te flatterait serait moins utile. Tu ne transcendais rien. Tu n'étais pas au-dessus du jeu d'une manière élevée, sereine, spirituellement avancée. La vérité est plus simple et considérablement moins impressionnante. Tu étais absorbé. Il y avait quelque chose devant toi qui retenait ton attention plus complètement que le classement ne la retenait. Parfois c'était le travail. Parfois c'était une personne que tu aimais. Parfois c'était juste le poids ordinaire de traverser une période de vie qui exigeait tout ce que tu avais et ne laissait rien de reste. Et dans cette absorption, il ne restait tout simplement plus de bande passante pour suivre où tu te situais par rapport à des gens qui suivaient où ils se situaient par rapport à toi. C'est cela le vrai mécanisme.
pas l'illumination, l'occupation. Et cela compte plus que la version flatteuse, parce que c'est la partie réellement accessible à n'importe qui. S'élever au-dessus d'un jeu de statut par pure volonté est presque impossible. Les gens essaient constamment et échouent, parce que l'effort de ne pas s'en soucier est lui-même une forme de souci, et le jeu l'absorbe. Mais être sincèrement occupé par autre chose n'est pas du tout un problème de volonté. L'attention est finie. Quoi qu'il la remplisse, les autres choses tombent d'elles-mêmes, sans lutte. La sortie n'a jamais été la discipline. C'était l'engagement. Imagine quelqu'un couché éveillé qui essaie d'arrêter de penser à une conversation de l'après-midi. Il emploie de l'effort. Il se dit que ça n'a pas d'importance, il échoue toute la nuit. Maintenant, imagine cette même personne prenant quelque chose qui exige une vraie concentration et levant les yeux 2 heures plus tard sans avoir pensé à la conversation une seule fois. La seconde personne n'avait pas plus de discipline. Elle avait un autre endroit où mettre son attention. Tu n'as pas quitté le jeu, élu. Tu étais occupé. Et c'est exactement pour cela que cela paraissait si sans effort vu de l'extérieur, et pour cela que cela les a bien plus enragés que l'effort ne l'aurait fait. L'effort aurait été lisible. Ils auraient pu respecter l'effort. Ils auraient même pu compatir, parce que lutter contre l'attraction du tableau de score est une chose qu'ils comprennent de l'intérieur. Mais tu ne forçais contre rien. Tu ne regardais simplement pas. Et cela, une personne ne peut pas le feindre, ni s'en laisser convaincre, ni se le faire retirer par quoi que ce soit qu'il fasse. Voici encore une image pour cela. Imagine une pièce où tout le monde se dispute bruyamment à propos de quelque chose, et une personne est en train de lire. Le lecteur n'ignore pas la dispute comme une déclaration. Il ne fait aucun commentaire sur la dispute. Il lit, et la dispute est du bruit. Et à un moment, quelqu'un le remarque et trouve cela insupportable. Parce que l'absorption du lecteur est la preuve que la dispute n'était pas aussi importante que son volume le suggérait. Mais soyons complets là-dessus, parce que l'absorption a un coût, et prétendre le contraire te laisserait avec une histoire qui ne colle pas à ton expérience réelle. Être absorbé signifie que tu as manqué des choses réelles. Il y a eu des moments où quelqu'un avait besoin que tu remarques quelque chose, et tu ne l'as pas remarqué, parce que ton attention était entièrement engagée ailleurs. Il y a eu des relations qui se sont amincies, non parce que tu as choisi de les laisser partir, mais parce que les maintenir exigeait un type d'attention continue que tu dépensais ailleurs. Il y a eu des pièces où une petite participation ne t'aurait presque rien coûté, et aurait fait la semaine de quelqu'un d'autre, et tu n'étais pas là. Cela mérite d'être dit avec honnêteté, pas comme culpabilité, comme précision. L'histoire où tu étais sereinement au-dessus de tout, et où tous les autres étaient un mesquin, est une histoire confortable, et elle n'est pas tout à fait vraie. La version plus vraie est que tu étais pointé avec force vers quelque chose, et que la chose vers laquelle tu pointais a tout reçu, et que d'autres choses ont reçu moins, et que certaines de ces autres choses comptaient. Pourquoi cela importe-t-il pour ce dont nous parlons? Parce que les gens qui ont été blessés n'ont pas entièrement tort de penser que quelque chose a été retenu. Ils ont tort sur la raison. Ils ont lu l'absence comme un jugement, comme une déclaration sur leur valeur, comme un retrait délibéré visé précisément sur eux. Ce n'en était pas un. Mais l'absence reste l'absence, et le fait qu'elle n'ait pas été visée ne signifie pas qu'elle n'ait pas été ressentie. Comprendre cela te permet de tenir 2 choses en même temps, et c'est à cela que ressemble vraiment la maturité ici. Tu n'as rien fait de mal en étant absorbé par ta propre vie. Et certaines personnes ont subi une perte réelle à cause de cela. Les deux sont vrais. Aucune n'annule l'autre. Et voici pourquoi cela compte en pratique, élu. Si tu portes la version flatteuse de cette histoire, tu seras cassant. Quiconque la remettra en cause menacera quelque chose. Mais si tu portes la version honnête, personne ne peut t'ébranler, parce que tu connais déjà la partie qui serait utilisée contre toi. La position la plus forte n'est pas celle qui te fait paraître au mieux. C'est celle qui est entièrement vraie. Chapitre 9. Pourquoi quelques-uns en sortiront et la plupart jamais? Voici une question qui mérite d'être affrontée honnêtement. Est-ce que cette prise de conscience les libère? Pour quelques-uns, oui. Sincèrement. Certaines personnes, en découvrant que le concours était optionnel, sentent quelque chose se relâcher dans leur poitrine, quelque chose de serré depuis si longtemps qu'elles avaient cessé de le remarquer. Il y a du deuil là-dedans. Un deuil réel parce que beaucoup d'années sont parties quelque part et ne peuvent pas être récupérées, mais sous le deuil,
il y a du soulagement, et avec le temps, elles commencent à s'orienter vers des choses qui n'exigent de personne d'être en dessous pour que ces choses comptent. Ces personnes-là restent en général silencieuses un moment, parfois un long moment, puis réapparaissent visiblement différentes. Tu les reconnaîtras en les voyant. Elles cessent de poser des questions de position. Elles se remettent à s'intéresser à des choses sans aucune raison stratégique. Mais la plupart n'en sortiront pas, et il vaut la peine de comprendre pourquoi, parce que cela te protège d'attendre une résolution qui ne vient pas. Pour la plupart, le classement n'est pas une chose à laquelle ils participent, c'est ce dont ils sont faits. Leur sens d'eux-mêmes est entièrement relationnel, assemblé à partir de positions par rapport à d'autres, sans rien dessous. Enlève le tableau de score et il n'y a pas une personne libre qui attend d'être relâchée. Il y a un vide. Et un vide est bien plus effrayant qu'une mauvaise position. Une mauvaise position est au moins une position. Elle te dit qui tu es. Elle te donne quelque chose à améliorer. Elle te maintient dans une structure qui répond à la question de ta propre importance, même si elle y répond défavorablement. Alors l'esprit fait ce que font les esprits quand un mur porteur disparaît. Il en construit un de remplacement immédiatement. Quelqu'un est promu au rôle que tu as libéré, et le jeu redémarre avec un autre visage à ta place, souvent en quelques semaines, parce que l'alternative serait de s'asseoir dans l'espace vide assez longtemps pour se demander qui l'on est, quand personne n'est en dessous, et cette question est réellement insupportable pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'autre réponse. Imagine une structure tenue entièrement par la tension entre ses parties. Retire un élément, et elle ne se détend pas en une forme plus simple. Elle s'effondre, à moins que quelque chose ne reprenne la charge immédiatement. C'est la situation, et ce n'est pas de la cruauté de leur part. C'est structurel. Et c'est pourquoi tu ne dois pas attendre d'excuses, élu, pas par amertume, et pas comme rancune, juste par exactitude. Des excuses exigeraient qu'ils se tiennent dans l'espace vide assez longtemps pour le voir clairement, et la plupart remplissent cet espace avant qu'il ne devienne pleinement visible. Ta liberté n'allait jamais arriver sous la forme de leur reconnaissance. Elle est déjà arrivée il y a des années sous la forme de ton attention posée ailleurs. Tu l'as eue tout ce temps. La reconnaissance n'aurait été qu'un reçu pour quelque chose que tu possédais déjà. Chapitre 10. La chose étrange qui arrive après qu'ils ont compris. Quelque chose va changer dans la façon dont ils te traitent, et tu dois savoir le lire, parce qu'il est facile de le lire complètement de travers. Ce ne sera pas de la chaleur, ce sera une sorte de distance prudente. Les conversations deviennent plus courtes et plus polies. La vieille aspérité disparaît, ce dont tu pourrais attendre du bien, mais rien ne la remplace. Ils deviennent étrangement formels avec toi, comme on l'est avec quelqu'un dont on a silencieusement décidé de ne pas avoir de relation. Et tu pourrais lire cela comme de la froideur, ou comme un rejet final, ou comme la preuve que tu avais quand même fait quelque chose de mal. Ce n'est rien de tout cela. C'est ce qui arrive quand quelqu'un doit interagir avec une personne devenue inintelligible pour lui. Pense à ce qu'exige réellement une conversation ordinaire. Il te faut un modèle fonctionnel de l'autre personne. Il faut pouvoir prédire à peu près comment les choses vont tomber, ce qui sera bien reçu, ce qui sera entendu comme une offense. Sans ce modèle, chaque phrase est un risque, et ils n'en ont plus. L'ancien modèle a été démenti. Aucun nouveau modèle n'a été construit, parce qu'en construire un exigerait de poser des questions dont ils ne veulent pas les réponses. Alors ils fonctionnent au contact minimal, parce que le contact minimal n'exige aucun modèle. Imagine quelqu'un qui découvre que la carte avec laquelle il a navigué pendant des années est fausse. Il n'en dessine pas immédiatement une meilleure. Cela demande du temps, de l'effort et une tolérance à être perdu entre-temps. Ce qu'il fait d'abord, c'est cesser de sortir. C'est ce retrait que tu vois. Pas de l'hostilité, une panne de navigation. Et voici ce que tu dois savoir là-dessus, parce que cela va t'épargner beaucoup d'efforts gaspillés. Tu ne peux pas le réparer de ton côté. Toute chaleur que tu tends est lue à travers un modèle qui n'existe plus. Alors, elle n'atterrit pas où tu visais. Toute explication que tu offres devient une donnée de plus dans un système qui a déjà cessé de traiter. Chaque tentative de refermer l'écart est absorbée par la confusion au lieu de la résoudre. La seule chose qui change cela est le temps et leur propre disposition à construire quelque chose de neuf, et cela ne t'appartient pas. Cela ne t'a jamais appartenu. Alors laisse cela être ce que c'est, élu. Leur distance n'est pas un verdict sur toi.
C'est le bruit de quelqu'un qui reconstruit ou qui ne reconstruit pas, et de toute façon cela se passe dans une pièce où tu n'es pas et dans laquelle tu ne peux pas entrer. Chapitre 11. Ce que tu gardes réellement. Parlons du résultat réel, parce que ce n'est pas un triomphe, et cela ne devrait pas être vendu comme un triomphe. Tu ne reçois pas de réhabilitation. Personne ne va se présenter à ta porte avec une reconnaissance qui remette les années d'aplomb. Il n'existe pas de scène où ils comprennent et le disent. Ce n'est pas au programme, et bâtir ta paix sur cette attente serait la dernière façon dont cette chose pourrait encore te coûter quelque chose. Ce que tu reçois est plus étrange et bien plus précieux. Tu gardes la chose que tu faisais pendant qu'ils regardaient. Réfléchis-y attentivement. Toutes ces années, pendant qu'ils suivaient des positions et calculaient des classements, et construisaient des théories sur tes motivations et débattaient de tes intentions dans des conversations dont tu ne faisais pas partie, tu faisais quelque chose. Tu construisais quelque chose. Tu apprenais quelque chose. Tu devenais quelqu'un. Cela s'est accumulé en silence tout ce temps. C'est réel. Cela existe entièrement hors de leur évaluation, ce qui signifie que cela ne peut pas être retiré par un changement d'opinion. Cela n'a jamais dépendu d'être vu. Cela ne devient pas plus précieux quand ils comprennent et ne devient pas moins précieux s'ils ne comprennent jamais. Voilà l'actif. Pas la supériorité morale, pas la satisfaction d'avoir eu raison. Le résultat réellement accumulé d'une décennie d'attention, parti vers quelque chose au lieu de partir vers la comparaison. Imagine 2 personnes sur 10 ans. L'une passe la décennie à surveiller sa position dans un groupe, à lire la pièce, à ajuster, à suivre, à devenir vraiment experte de la physique sociale d'un ensemble précis de gens. L'autre passe la décennie à travailler sur quelque chose. Au bout de 10 ans, la première a une carte précise et détaillée d'une structure sociale qui se dissoudra quand le groupe se dispersera, et il se dispersera. La seconde a une chose qui existe. Tu as la chose élue. Et voici la partie avec laquelle je veux que tu restes vraiment, parce que c'est la vraie clôture disponible ici, et elle vaut mieux que celle que tu attendais peut-être. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Comprendre n'ajouterait rien à ce que tu as construit. La valeur de ce que tu as fait n'augmente pas quand ils la voient enfin clairement, ce qui signifie qu'elle n'a jamais dépendu d'eux, ce qui signifie qu'elle n'a jamais été en danger. Cela vaut plus que des excuses. Des excuses peuvent être retirées. Ceci ne le peut pas. Chapitre 12. Ce que cela signifie pour les 10 prochaines années. Tout jusqu'ici à porter sur ce qui s'est déjà passé. Consacrons un moment à ce qui vient, parce que le schéma ne s'arrête pas ici, et le savoir t'épargnera beaucoup de confusion. Tu rencontreras cela de nouveau. Des gens différents, un décor différent, la même structure, un nouveau groupe avec un nouveau tableau de score, et la même découverte lente que tu n'y figures pas, et la même réaction quand ils le comprennent. Ce n'est pas un avertissement. C'est simplement exact. La dynamique que nous avons décrite ne concerne pas les personnes précises qui te l'ont fait subir. Elle concerne ce qui arrive quand quelqu'un aux objectifs absolus traverse un espace organisé autour d'objectifs relatifs. Et tu continueras de traverser ces espaces, parce que la plupart des espaces sont organisés ainsi. Alors voici ce qui vaut la peine d'être su à l'avance. Premièrement, tu seras mal lu tôt, et tu ne peux pas l'empêcher. Dans toute nouvelle pièce, les gens t'attribueront une position avant de savoir quoi que ce soit de toi, parce qu'attribuer des positions est leur manière de s'orienter. Tu seras lu comme ambitieux, ou comme installé, comme menace, ou comme inoffensif, et aucune de ces lectures n'aura de rapport avec toi. Essayez de les corriger au début et de l'effort gaspillé, pour toutes les raisons déjà vues. La correction arrive par le temps, ou elle n'arrive pas. Deuxièmement, tu auras parfois raison de participer. C'est important, parce que la leçon de tout ce message n'est pas que tous les jeux sont des illusions et qu'il faut tous les refuser. Certaines structures collectives sont réelles et méritent qu'on les rejoigne. Certains classements mesurent quelque chose de véritable. La compétence n'est pas le refus universel. C'est le discernement de ce qui est quoi. Et ce discernement exige que tu regardes vraiment, au lieu d'avoir une politique. Troisièmement, et celui-ci te coûtera cher si tu te trompes, ne transforme pas cela en identité. À l'instant où être la personne qui ne joue pas devient qui tu es rentré dans un jeu, simplement plus solitaire. Tu commenceras à avoir besoin que les gens remarquent ta non-participation,
Tu commenceras à te sentir supérieur pour cela. Et la supériorité est une position sur leur échelle, ce qui signifie que tu es de retour sur le plateau, brandissant un trophée pour un concours auquel tu affirmais ne pas participer. Toute la chose ne fonctionne que tant qu'elle est inconsciente d'elle-même. L'attention sur la chose, pas sur soi-même pour avoir son attention sur la chose. Imagine quelqu'un devenu connu pour son humilité et qui se met ensuite à protéger cette réputation. Ce pourquoi il était loué disparaît à l'instant où il commence à le gérer, et tout le monde le sent, y compris lui-même. C'est le piège posé à la fin de ce message, et je veux que tu le vois clairement avant de partir. Tout ce dont nous avons discuté est descriptif, pas aspirationnel. C'est une explication d'une chose qui t'est déjà arrivée, pas un programme à suivre. À l'instant où cela devient un programme, cela cesse de fonctionner. Alors prends l'explication et laisse l'identité. Comprends ce qui s'est passé, cesse de porter la confusion à ce sujet et retourne vers ce qui avait ton attention au départ. C'est toute l'instruction. Chapitre 13. Cela les a brisés parce que cela n'a jamais porté sur eux. Amenons ceci jusqu'au bout maintenant. La raison pour laquelle cette prise de conscience a été si dévastatrice n'est pas qu'elle a révélé que tu étais supérieur. La supériorité aurait été supportable. La supériorité est une position sur la même échelle, et une échelle avec toi au sommet reste une échelle qu'ils comprennent. C'est qu'elle a révélé que tu étais séparé. Ils auraient supporté d'être battus. Être battu te maintient dans l'histoire, cela les maintient pertinents dans ta vie. Même comme obstacle, même comme rival. Il y a une intimité étrange dans la rivalité, et perdre la préserve. Mais être sans importance dans la vie réelle de quelqu'un, découvrir que l'on n'était pas un facteur, pas une motivation, pas même une considération dans les décisions qui ont façonné ces années, cela relève d'une catégorie d'informations complètement différente. Cela ne blesse pas l'orgueil. Cela dissout la signification. Et c'est ce que ta non-participation a communiqué, sans que tu aies jamais eu l'intention de communiquer quoi que ce soit. Pas. Vous êtes en dessous de moi. Juste. Vous ne faisiez pas partie de cela. Ce qui est la vérité, et a toujours été la vérité, et est la seule explication qu'ils n'ont pas considérée une seule fois en toutes leurs années d'analyse. Elle était disponible tout du long. C'était la lecture la plus simple possible. Et c'était la seule que leur cadre ne pouvait pas produire. Alors voici où nous atterrissons, élus, et je veux le dire en toutes lettres, sans ornement. Tu n'as pas gagné. Il n'y avait pas de concours à gagner, et revendiquer la victoire maintenant reviendrait à poser le pied sur un plateau dont tu es resté à l'écart pendant des années. Ce serait le dernier piège, et il vaut la peine de le nommer clairement pour que tu le vois et passes à côté. Le tableau de score ne devient pas valide simplement parce que tu y serais bien placé. Si tu acceptes le trophée, tu as accepté le jeu, et tout ce qui te rendait libre était le refus. Ce qui s'est réellement passé est bien plus simple et bien meilleur. Tu as dépensé ton attention sur des choses qui comptaient pour toi, pour des raisons entièrement tiennes, et tu l'as fait de manière constante et assez longtemps pour que les gens qui construisaient des histoires sur toi finissent par manquer de façon de faire de toi un personnage des leurs. Ils ont compris que tu n'avais jamais joué à leur jeu, et cela les a brisés, non parce que tu les as vaincus, mais parce que cela signifiait que le jeu n'a jamais été obligatoire et qu'ils ont passé leur vie à le traiter comme la seule chose réelle. Ce n'est pas une victoire. C'est juste ce qui arrive quand quelqu'un cesse de demander la permission de s'intéresser à sa propre vie. Et cela t'est disponible chaque jour à partir de maintenant. Pas comme stratégie, pas comme position à défendre, juste comme la pratique ordinaire de poser ton attention là où elle veut réellement aller et de laisser le tableau de score enregistrer ce qu'il veut au sujet de quelqu'un qui ne le regarde pas. Si cela t'a atteint, si cela a nommé quelque chose que tu ressens depuis des années sans jamais avoir pu le dire clairement, scelle-le. Laisse 777 une dernière fois, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et emporte ceci avec toi. Tu n'as jamais été en retard, élu. Tu n'as jamais été en avance non plus. Tu étais ailleurs, en train de faire quelque chose de réel. Et c'était la seule position qui valait la peine d'être tenue.